Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence-là sur l'heure du dîner comme ça. Donc, on a vu un peu dans le clavardage, on est un groupe assez varié, des gens de l'ETS, de l'externe, donc vraiment intéressant que vous soyez tous ici aujourd'hui pour cet événement-là. Donc, pour vous situer un peu, en fait, mon nom, c'est Frédéric Duval, je suis bibliothécaire à l'ETS et l'invitation d'aujourd'hui, elle est partagée par la bibliothèque, le Bureau des affaires professorales et le service des enseignements généraux de l'ETS. Et elle vient un peu en lien avec une exposition qui est présentée à l'ETS encore jusqu'au 18 mars. Donc, l'exposition est plus trajectoire des femmes en STEAM. Qui vraiment, là, vous pouvez, là, que vous soyez de l'ETS ou de l'externe, là, venir la visiter à la bibliothèque là, selon nos heures d'ouverture régulières. Donc, cette expo-là, en fait, a été un peu le prétexte pour rencontrer plein d'invités, faire des événements qui se sont passés là, majoritairement au format virtuel là, dans la dernière année, évidemment. Et aujourd'hui, en fait, pour la deuxième fois, on a M. Larivière avec nous. Donc, il y a presque un an, je crois, c'était la dernière fois, le 4 mars passé, M. Larivière était venu nous présenter des données directement liées sur l'impact de la COVID sur des enjeux de diversité et d'inclusion dans le monde de la recherche, de la communication savante. Donc, c'était tout à fait d'actualité à ce moment-là et ce l'est encore malheureusement aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Et la conférence d'aujourd'hui s'intitule Disparité de genre en recherche, comparaison internationale et disciplinaire. Donc, je vais laisser M. Larivière vous présenter plus amplement cette conférence-là. Juste avant de lui céder la parole, quelques mots, en fait, sur notre invité. Donc, Vincent Larivière est professeur de sciences de l'information à l'Université de Montréal et également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante et vice-recteur associé aussi en planification et communication stratégique. Donc, c'est le directeur scientifique de la plateforme de diffusion de revues savantes Érudit, aussi directeur scientifique adjoint de l'OST, donc l'Observatoire de sciences et de technologies à l'UQAM, et membre régulier du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Donc, merci d'être là à nouveau pour cette deuxième conférence aujourd'hui. Et sans plus tarder, je me retire de l'écran et je vous cède la parole. Écoutez, merci de l'invitation. Quand on a commencé quand vous avez commencé les démarches pour organiser cette conférence-là, ça devait être en personne en mars 2020, si ma mémoire est bonne. Là, on est quasiment 23 mois plus tard. Bon, on a l'impression qu'on tourne en rond, mais je pense qu'on arrive à la fin de tout ça. Bref, ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc de disparité de genre. Donc, je vais vous présenter en fait les résultats d'une série d'études qu'on a menées dans mon labo qui dresse un peu le portrait de la situation à l'échelle mondiale, des différentes déclinaisons en fait que prend ce fossé-là. Ça va être dans la première partie de la présentation. Dans la deuxième partie de la présentation, je vais présenter deux autres études qui s'intéressent davantage aux effets des disparités de genre sur le type de recherche qui est mis. Parce que bon, souvent, on présente les enjeux de disparité comme étant des questions d'équité, des questions d'idéaux, des questions un peu plus morales. Donc, mais il faut voir que ça a aussi des effets sur le type de science qui est fait. Donc, c'est un peu cet élément-là que je veux vous présenter en deuxième partie de présentation. Puis je veux conclure avec des pistes de solutions. Parce que souvent, on a ces présentations-là, puis bon, on dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis je vous avoue que ça fait quasiment à peu près 10 ans que je travaille sur ces enjeux-là. Puis au début, ma réponse était toujours, je ne le savais pas. Là, forcément, il y a une responsabilité justement à trouver des solutions à tout ça. Oui, je vais partager la présentation. Là. Il n'y a absolument aucun problème. Là, je l'enverrai à l'équipe de l'ETS. Les conférences Zoom font maintenant en sorte qu'on est maintenant capable là, de regarder le chat tout en présentant, en essayant de ne pas trop être déconcentré. Bref, je n'arrive pas pour poser des questions dans le chat pendant la présentation. Là, je vais essayer de suivre tout ça en même temps. Si vous voyez que j'en échappe, là, vous pouvez vous enlever le mute et les poser. Là. Je suis assez conscient qu'il y a des questions qui se répondent mieux sur le moment qu'à la fin de la présentation. Fait que faisons ça à la mode. Là. C'est un séminaire de l'heure du midi. Ce n'est pas très, très formel. Donc, j'y vais. Deux buts principaux. Évidemment, vous sensibiliser à certaines réalités du système de la recherche pour aux enjeux de diversité de genre
Évidemment, vous l'êtes probablement déjà un petit peu parce que vous êtes là. Maintenant, il y a peut-être des points de données dont vous n'êtes pas au courant, puis c'est un peu le but là, de la première partie de la présentation. Puis la deuxième partie, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment vous montrer là, les effets sur la science elle-même. Il n'y a pas juste une question d'idéaux dans tout ça, mais qu'il y a des effets sur le type de recherche que l'on est capable de faire. Puis peut-être que ça amène même de la meilleure science que d'avoir des équipes diversifiées. Évidemment, générer des discussions, des débats, des pistes de solutions, que ce soit entre nous ou quand vous vous retrouverez dans vos laboratoires là, au fil des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, pourquoi la société doit s'intéresser à la parité de genre? En gros, les 4 premiers éléments nous viennent d'un rapport du World Economic Forum que vous connaissez peut-être, qui est fait à chaque année sur la place des femmes dans la société en général. Puis là, on nous présente plein de données. Je vais montrer quelques chiffres là-dessus sur la situation dans différents pays. En gros, dans le rapport du World Economic Forum, on présente évidemment donc les enjeux d'équité. On présente également que c'est un argument économique, que d'avoir une parité des femmes dans la société en général, ça amènerait des revenus collectifs de 1,2 trillion. Des trillions, c'est assez beaucoup. Là, je ne me souviens pas c'est combien de zéros, là, mais c'est quand même assez important. Troisième point, c'est que les pays qui ont une plus grande équité de genre ont une mortalité infantile beaucoup plus faible. Donc, il y a un élément ici là, on pourrait dire de santé publique. Il y a également un élément démocratique. Donc, encore là, les pays qui ont une plus grande équité de genre ont aussi une démocratie qui est considérée comme étant plus saine. Puis, bon, moi, je vous en ajoute un cinquième, qui est les effets sur la science elle-même, c'est-à-dire qu'une communauté scientifique qui est plus diversifiée produit des connaissances qui, on pourrait le dire d'une façon générale, sont d'une meilleure qualité. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer tout à l'heure. Maintenant, où observe-t-on un fossé de genre? Donc, ça nous vient du même rapport du Forum économique mondial, je vais le dire en français, qui divise en fait les différentes sphères en 4 catégories. Donc, la participation aux activités économiques, la participation aux activités d'éducation, les questions de santé, puis la participation aux activités politiques. Et là, ensuite, en haut, vous avez une synthèse donc, de ces indicateurs-là d'une façon globale. On voit que, bon, il y a une certaine hiérarchie ici avec l'Islande très, très élevée. Les États-Unis, bon, c'est peut-être pas aussi important qu'on pourrait le croire. Puis bon, à la fin, bon, l'Arabie saoudite et le Yémen. Participation économique, quand même, une grande diversité de rangs qui sont obtenus. Ce qui est assez intéressant, c'est que du point de vue de l'éducation et du point de vue de la santé, il y a une beaucoup moins grande dispersion, si vous voulez, dans les scores qui sont obtenus, et particulièrement du point de vue de la santé. Donc, les pays se classent d'une façon, on va dire, relativement analogue. Ce n'est pas identique, mais c'est beaucoup moins dispersé que ce que l'on observe là, du point de vue de la participation économique et de la participation de l'éducation jusqu'à un certain point. Mais surtout, l'endroit où on observe un fossé immense, c'est du point de vue du champ politique, où, en gros, là, il y a l'Islande qui est à peu près à parité, mais même là, qui ne l'est pas. Et dans beaucoup de cas, là, on est dans une situation assez abyssale, particulièrement bon, au Japon, Arabie saoudite, même États-Unis, où en gros, là, ce que ça nous dit au Japon, c'est que pour à peu près pour 19 hommes dans le champ politique, on a une seule femme. Donc, c'est un déséquilibre qui est quand même assez substantiel. Donc, on l'observe un peu partout dans la société, mais on ne l'observe pas de la même façon partout. De notre point de vue, on va s'intéresser à un autre champ que celui qui est là, qui est le champ scientifique, qui se trouve à être d'une certaine façon entre le champ de l'éducation, on pourrait dire un petit peu le champ économique parce qu'on parle en fait d'une profession. Mais on va voir que dans les faits, la place des femmes s'apparente bien davantage au champ politique qu'au champ économique et qu'au champ éducationnel. Donc, alors qu'on a quelque chose qui est un peu plus près, comme je disais, du champ éducationnel, en réalité, en termes de participation, on est un peu plus près du champ politique, sans que ce soit aussi pire que dans ce champ. Donc, de quoi tout ça a l'air à l'échelle mondiale? Donc, ici, vous avez une carte du monde où les pays sont colorés en fonction de la proportion de femmes dans la liste des auteurs des articles qui viennent de ces pays. Donc, autrement dit, on a développé des algorithmes qui nous permettent d'estimer à l'échelle macroscopique la proportion de femmes donc,
qui sont co-auteurs. Et sur cette figure-là, en fait, on a l'ensemble des auteurs, pas juste le premier ou le dernier, c'est vraiment l'ensemble des positions. On peut mentionner par ailleurs qu'il y a plus de femmes globalement premier auteur ou auteur du milieu que dans les auteurs à la fin. Donc, à l'échelle mondiale, on est à 31% de femmes auteurs. Si on prend les derniers auteurs, on est autour de 20-25%. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément de seniorité. Et quand on prend les auteurs du milieu, on est davantage autour de, disons, 35-38%. Dans aucun cas, on est à parité. On s'approche de la zone de parité, mais on n'y est pas encore. Maintenant, donc, quand on regarde ça à l'échelle des pays, plus le pays est orange, plus on a dépassé la parité. Si vous avez d'excellents yeux, vous avez peut-être vu qu'il y a un petit pays orange ici, qui est la Lituanie, où il y a effectivement au-delà de 50% de proportion de femmes. On a beaucoup de pays, en fait, d'Europe de l'Est qui sont dans la zone de parité. On peut voir ça comme une bonne nouvelle, puis dans les faits, on ne peut pas voir ça comme une mauvaise, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi des pays où il y a deux explications macroscopiques ou macroéconomiques qui expliquent cette situation-là. La première, c'est que les postes de chercheurs sont relativement mal payés. Donc, ce n'est pas un type de travail qui a le même type on pourrait dire, de prestige que ce qu'on va voir dans certains autres pays. Et le deuxième élément, c'est le fossé dans l'espérance de vie homme-femme. Donc, par exemple, si on prend j'ai un blanc. Bref, de mémoire, c'est la Pologne, mais je vous confirmerai ça plus tard. Le fossé entre l'espérance de vie homme-femme est à peu près de 10 ans. En fait, ce n'est pas la Pologne, c'est l'Ukraine. Bref. Et évidemment, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a pour effet? Bien, ça a pour effet qu'il y a moins d'hommes sur le marché du travail et donc, en conséquence, la proportion de femmes, elle augmente. Donc, autrement dit, dans certains des pays où on a parité, on ne peut pas vraiment se servir de ça comme exemple pour développer nos propres politiques publiques, si vous voulez, visant donc cette parité-là. Donc, dans l'ensemble, on est vraiment dans un monde scientifique où la place des femmes, en gros, pour 2 hommes, vous avez une femme. Il y a des pays où c'est pire. Le Japon est à peu près à 15%. La plupart des pays du Moyen-Orient puis d'Afrique du Nord sont autour de 10-15% aussi. Donc, il y a vraiment des variations nationales qui sont substantielles. On les voit encore plus, en fait, quand, plutôt que de prendre 50% comme notre point de milieu, on prend la moyenne mondiale. Donc, je vous ai dit qu'à l'échelle mondiale, on est à 30-31% de femmes. Si on prend ce point-là pour un peu aller colorer nos pays, bien, on voit essentiellement que l'Amérique du Sud est au-dessus de la valeur étendue, l'Amérique du Nord légèrement au-dessus. La plupart des pays d'Europe de l'Est sont au-dessus, mais en gros, à peu près toute l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique est en bas de la moyenne. Et donc, on voit qu'il y a un élément, on pourrait dire, économique qui peut être associé à tout ça. Évidemment, tout ça varie par discipline. Donc, on a les effets de pays, mais on a des effets disciplinaires qui sont extrêmement importants. Donc, dans le domaine de la santé publique, par exemple, les sciences infirmières, il n'y a pas de surprise pour personne. On pourrait dire qu'on a jusqu'à un certain point le problème inverse. Et là, j'ai juste souligné certaines des spécialités là, qui se trouvent un petit peu aux extrêmes, qui montrent quand même une certaine tendance. Donc, en gros, psychologie des enfants en psycho est plus élevée que psychologie expérimentale, qui est à 30 quelques pourcents d'hommes. En sciences dans les champs professionnels, la gestion est beaucoup plus, où il y a une proportion de femmes beaucoup plus faible que dans les sciences de l'éducation ou bien le travail social. Linguistique dans le domaine des humanités, médecine clinique, obstétrique, gynécologie et orthopédie de l'autre côté. Bref, il y a des différences disciplinaires qui sont extrêmement importantes. Maintenant, et je ne vous montrerai pas de figure, je vais vous demander de me croire là-dessus, quand on compare les spécialités avec les pays, on voit qu'en gros, les pays qui ont une place de femmes plus importante, bien, ça monte le niveau un peu partout. Donc, autrement dit, le fait que certains pays soient dans la zone de parité n'est pas dû au fait qu'ils ont juste des chercheuses en sciences infirmières ou qu'ils ont juste des psychologues du développement. Ça monte le niveau partout. Il y a plus de femmes en génie, il y a plus de femmes en physique, puis il y a aussi plus de femmes en économie, etc.
Et donc, enfin, principalement, vous êtes à l'ETS, vous connaissez la situation. Ce qui est assez intéressant, on pourrait dire déprimant jusqu'à un certain point en génie, c'est qu'il n'y a pas une immense dispersion. Hein. Quand on prend le domaine de la médecine, on a des domaines plutôt masculins et des domaines féminins, ça s'étire sur un ratio, on pourrait dire, de quasiment 5 fois plus là, entre l'obstétrique, pas l'obstétrique, l'orthopédie puis l'obstétrique. On a la même chose dans le domaine des sciences sociales, entre l'économie et la démographie. Dans le cas du génie, on est entre 15 puis, en gros, là, 24 là, dans le meilleur des cas. Donc, on voit qu'il n'y a pas un immense spectre, il n'y a pas de domaine du génie où, effectivement, on est beaucoup plus élevé. C'est la même chose en maths, puis c'est la même chose en physique. Donc, c'est des domaines où il y a encore énormément de travail à faire. J'avais fait des projections, donc j'ai donné une présentation analogue il y a un an, ça a été mentionné par Frédéric. Puis dans celle-là, j'avais montré quelques petites projections. Je ne voulais pas me répéter, mais bon, c'est un autre groupe, je vais donc le dire. Dans la tendance actuelle en génie, on n'atteint pas la parité avant quelque chose comme 2200. Donc, la tendance n'est pas en croissance hallucinante. On est vraiment tranquillement, pas vite. Ça monte de 0,5% par année, peut-être 1% par année. Donc, les choses augmentent, mais augmentent à un rythme qui est très lent. Et on a même vu, puis peut-être que Ève Langelier vous a montré ces chiffres-là, mais bon, il y a eu croissance des inscriptions à Polytechnique, par exemple, proportion de femmes. On a vu aussi de longues périodes dans la dernière décennie où ça s'est stabilisé, donc où la croissance n'est plus la même. Donc, encore là, c'est des éléments où il y a encore beaucoup de travail. Gênez-vous pas, c'est des questions. Donc, moins de femmes dans le système, particulièrement dans des rôles un peu plus seniors. On voit aussi un fossé de productivité. J'aime pas le terme, mais ça va être un terme qui a au moins le mérite d'être clair. Un fossé de productivité. Donc, ces données-là ici sont basées sur, en gros, tous les auteurs scientifiques qui ont écrit au moins un article depuis 2008. Donc, c'est basé sur à peu près 35 millions de chercheurs et chercheuses là, pour lesquels on est allé reconstruire les CV. Donc, c'est vraiment macro. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans toutes les disciplines, il y a un fossé de production. Donc, il y a moins de femmes dans le système et celles-ci, dans l'ensemble, contribuent à un nombre d'articles qui est moins important que celui des hommes. C'est vrai en génie, c'est vrai partout, c'est vrai pour l'ensemble des cohortes, puis c'est vrai pour la cohorte de 2008, qui est une cohorte souvent qu'on prend comme cohorte type, là, parce qu'on a d'excellentes données sur celle-ci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le fossé est légèrement plus faible lorsqu'on prend la cohorte de 2008 que lorsqu'on prend l'ensemble des cohortes, ce qui semble suggérer qu'il y ait une certaine amélioration sur ce front-là. Maintenant, qui fait quoi? Donc, on a vu qu'il y a moins de femmes dans le système, il y a un léger fossé de productivité. La science est une affaire d'équipe. Dans tous les domaines disciplinaires, sauf les arts et les humanités, la quasi-totalité des articles est écrite en collaboration. Dans le domaine des sciences, on est à 90-95, et même dans les sciences sociales, on est rendu dans les 2/3, voire les 3/4 des articles sont le résultat d'équipe. La taille des équipes elle est de plus en plus grande. En moyenne, on est à 5-6 auteurs. En physique des particules, ça peut aller jusqu'à 5000. Donc, bref, il y a une division du travail. Et là, pour essayer d'aller comprendre les différents fossés qu'on observe, on est allé regarder qui faisait quoi. Et donc, les données que vous avez ici sont tirées d'à peu près 100 000 articles publiés par les revues de PLOS, la Public Library of Science, qui est une série de revues en fait en libre accès, pour lesquelles, sur chaque article, on a qui a contribué à chacune de ces 14 tâches-là, qui sont des tâches standardisées, c'est ce qu'on appelle la typologie credit, donc Contributor Role Taxonomy. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une division du travail qui est assez claire. Les rôles plutôt seniors, donc acquisition de financement, la supervision, l'obtention de ressources, le travail de conceptualisation, dans toutes les revues, proportion d'auteurs hommes plus élevée qui s'occupent de ces tâches-là. Également, la tâche de révision du manuscrit. Maintenant, quand on prend le tableau par le bas,
on voit quand même certaines tâches, on pourrait dire, beaucoup plus associées aux femmes. Puis il y en a une qui est assez cruciale, qui est la variable investigation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est faire la recherche. Qui c'est qui était dans le labo et qui a fait le travail de recherche, qui a fait la découverte, qui a fait les manipulations, etc. Et ça, pour à peu près l'ensemble des revues de PLOS, et je vais vous présenter d'autres chiffres par ailleurs qui montrent la même chose, on a une proportion de femmes qui est beaucoup plus importante qui a fait ce travail. Et le deuxième élément qui est quand même assez intéressant ici, la question de la rédaction de l'article original, qui est beaucoup plus susceptible. En fait, ça dépend des revues. Ce qu'il faut voir, par contre, c'est que c'est des revues de taille différentes. La revue PLOS ONE, que vous connaissez sans doute, est la plus volumineuse de l'ensemble de celle-ci. Puis au sein de cette revue-là, effectivement, il y a une différence. La différence n'est pas si importante que ça, mais elle était quand même statistiquement significative. Donc, bref, une division du travail quand même assez claire, différenciée selon le genre. Et évidemment, il faut ramener ça avec ce à quoi souvent les communautés scientifiques donnent de la valeur. Vous savez très bien que la plupart du temps, les prix Nobel, qui étaient un exemple de ce à quoi on donne de la valeur, sont bien plus souvent donnés pour des travaux théoriques que des travaux empiriques. Donc, on donne une valeur dans la communauté scientifique souvent plus importante pour les travaux théoriques que pour le travail, on pourrait dire, manuel, etc. Et dans tout ça, il y a une certaine conception de la qualité, on pourrait dire, qui est assez genrée, telle qu'on le voit là, dans la division du travail ici. Pour aller au-delà de PLOS, parce que PLOS, c'est principalement dans le domaine médical, on a fait un gros sondage. On a eu quand même quelque chose comme 10 000 répondants. On a demandé à 1 million de personnes, mais bon, vous savez ce que c'est des sondages en ligne, les taux de réponse sont malheureusement assez bas. Bref, un échantillon quand même assez substantiel de répondants là, où on leur a demandé, en fait, pour un article spécifique, qui avait fait quoi? Parce qu'on voulait aller au-delà du domaine de la médecine pour lesquels ces énoncés de contribution-là sont assez présents. Et donc, on a demandé aux gens, proportion de femmes qui ont contribué des ressources, le design, l'analyse, la rédaction, les expérimentations, puis, enfin, je suis désolé, la collection des données. Encore là, le même type de division de travail, l'expérimentation, la collection de données qui est de façon prédominante féminine, et la question des ressources et du travail conceptuel qui est principalement masculine. Puis bon, analyse, interprétation, rédaction, où là, bon, ça oscille. Il y a 2 points de données que je trouve assez intéressants ici, quand on pourrait dire aux avantages d'avoir une certaine parité. Il y a 2 champs, il y a 2 disciplines sur ce tableau-là qui n'ont pas parité, mais qui sont, on pourrait dire, dans la zone de parité. Les sciences de la santé et puis les sciences sociales. Dans les 2 cas, ce sont les 2 domaines où on ne voit pas de différence homme-femme dans le travail, si vous voulez, l'expérimentation, du travail de laboratoire, etc. Donc, il y a quelque chose là, potentiellement, quant aux avantages d'avoir une certaine parité sur la division du travail. On a fait aussi une autre enquête sur l'autorat, parce que, bon, on comprend très bien que dans le champ scientifique, l'autorat, c'est le vecteur de capital symbolique. Un des fossés qu'on voit, je l'ai mentionné au début, c'est que les femmes sont moins présentes sur les articles. Et là, on a voulu aller voir s'il n'y avait pas quelque chose dans les pratiques d'autorat, s'il n'y avait pas quelque chose dans le fait qu'on nomme des gens plutôt que d'autres qui pouvaient être genrés. Donc, on a fait une enquête, on a eu 5300 répondants, et en contrôlant selon le genre des gens, le poste qu'ils occupaient, donc chercheur senior, junior, la discipline, puis leur pratique de collaboration, il y avait-il un effet sur les disputes? On a vu que de façon significative, les femmes étaient plus susceptibles d'avoir vécu une dispute sur l'autorat ou d'être insatisfaites quant aux pratiques d'autorat ou de ressentir que leur contribution n'avait pas été tout à fait reconnue. Et c'était particulièrement le cas, puis c'est pour ça que je vous le présente ici, c'était particulièrement le cas dans le domaine des sciences naturelles et du génie. Dans le domaine de la médecine, il n'y avait pas trop d'enjeux. En fait, il semble en avoir un peu, mais ce n'était pas statistiquement significatif. Mais dans le domaine des sciences naturelles, les 3 sphères de l'autorat avaient des enjeux plus féminins que masculins. Donc, le premier naming, est-ce que vous avez déjà eu une dispute par rapport au fait que vous n'étiez pas nommé en tant qu'auteur? Est-ce que vous avez déjà eu une dispute quant au fait que l'ordre des auteurs ne reflétait pas ce qui était votre perception?
avez-vous déjà eu une dispute par rapport au fait que vous étiez, par rapport au remerciement, si vous voulez, dans l'article? Dans les sciences naturelles, les 3 sont significatifs. Donc, quand je dis significatif, c'est que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'avoir eu une dispute comme ça. Donc, il y a des enjeux ici potentiellement à la source du point de vue de la façon dont l'autorat est abordé. Maintenant, les facteurs de désaccord. Et le premier, c'est celui qui est peut-être le plus important, c'est que les hommes et les femmes ne semblent pas donner de la valeur à la même chose. Il y avait un élément qui était assez paradoxal dans ce sondage-là, c'est qu'on a demandé aux hommes et aux femmes à quel type de tâches donnez-vous plus de valeur? Donc, on a vu les tâches un peu plus tôt, écrire l'article, l'aspect conceptuel, faire le travail de manipulation, etc. Et de façon assez malheureuse, la tâche à laquelle les femmes accordaient le moins de valeur, c'était précisément celle qu'elles-mêmes faisaient le plus souvent, c'est-à-dire le travail de laboratoire, le travail de manipulation. Donc, il y a des enjeux ici collectivement de, 1, division du travail, puis 2, collectivement, à quoi on donne de la valeur, qu'est-ce qu'on considère comme étant important dans une tâche scientifique. Autre élément extrêmement important qui permet d'expliquer en partie les tendances qu'on voit, c'est toute l'évaluation par les pairs. C'est très bien, on soumet un article, il va être évalué par un groupe, mais dans l'évaluation par les pairs, il y a des enjeux d'équité, il y a des enjeux de diversité, il y a des enjeux on pourrait dire, de chance et de malchance plus généralement. Bref, ici, on a eu accès à l'ensemble des données de soumission d'une revue dans le domaine biomédical. Et là, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce que la composition du comité de pairs, en fait, des quelques pairs qui évaluent l'article, affecte le résultat final quant à l'acceptation ou non du manuscrit. Évidemment, compte tenu qu'il y a plus d'hommes dans la communauté scientifique, on a beaucoup plus de chances d'être évalué juste par des hommes, en termes purement probabilistes. Et donc, ce que vous avez ici, à gauche, lorsque ce sont seulement des hommes qui évaluent le manuscrit, les manuscrits écrits par les hommes sont plus susceptibles d'être acceptés. C'est statistiquement significatif, pas full fort, mais quand même un petit peu. Quand ce sont seulement des comités de femmes, c'est-à-dire que ce sont 3 femmes ou 2 femmes qui évaluent le manuscrit, mais là, c'est l'inverse. L'article est plus susceptible d'être accepté. Maintenant, ce n'est pas significatif, mais vous en doutez pourquoi, parce que vous avez vu les chiffres ici. On a besoin de volume. Donc, l'effet 16 potentiel, il serait là, mais on n'a pas de valeur de P parce que nos chiffres sont trop bas. Bref, on ne peut pas dire grand-chose, mais les tendances sont quand même relativement claires. Mais ce qui est intéressant, pour encore là des avantages de l'équité, c'est que si on a un comité de pairs qui est mixte, donc on a à la fois des hommes et des femmes qui évaluent le manuscrit, bien là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'avantage ni pour les hommes ni pour les femmes. Donc, encore là, ça montre un des avantages globaux de la diversité. Et de façon plus générale, qu'est-ce qui était associé à une plus grande acceptation? Bien, ça répète un peu ce que j'ai dit, ça fait que je vais passer vite, mais en gros, bon, le premier n'est pas significatif, mais est-ce que ça vient d'une institution top? Ça, c'est des choses qu'on sait par ailleurs, mais si le papier vient d'Harvard, évidemment, ses chances d'être accepté sont plus élevées que si ça vient d'une autre institution qui est moins connue. Deuxième élément, est-ce que les évaluateurs sont tous des hommes? Puis est-ce que le dernier auteur est un homme? Et à l'opposé, bon, il y avait des enjeux donc de distribution par pays. Mais on s'écarte. Je passe sur la suivante. Les pratiques de collaboration. Donc, on sait, il y a une division du travail. Maintenant, du point de vue de la visibilité des travaux des chercheurs, la collaboration, souvent, est un point important. Donc, autrement dit, vous allez dans des conférences, vous avez votre réseau, et donc les gens sont au courant des différents travaux que vous menez. À l'échelle macroscopique, et c'est vrai pour chacun des domaines, et c'est vrai pour chacun des pays, les femmes sont plus susceptibles de développer un réseau de collaboration national et les hommes de développer un réseau de collaboration international. On le voit, en fait, les arts et les humanités sont les 2 seuls domaines où on ne voit pas vraiment une telle différence. Mais pour à peu près tous les autres domaines, là, on voit que le bleu, vous voyez, est un peu plus vers la droite, l'orange est un peu plus vers la gauche. Donc, les réseaux ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes, ce qui est évidemment qu'on peut associer aux différentes pratiques de mobilité ou à la mobilité globale qui est différenciée en fonction des hommes et des femmes.
Les questions de pratique de collaboration peuvent se regarder sous un autre angle également. Ce que vous avez ici, en fait, c'est la proportion de femmes dans l'équipe en fonction de qui est l'auteur senior. Et de façon assez claire, si la dernière auteure est une femme, indépendamment de la taille de l'équipe, une proportion de femmes qui est plus importante, qui est plus importante que pour les autres types de derniers auteurs. Donc, en gros, si la dernière auteure est une femme, on est à 42-43% de femmes dans l'équipe, indépendamment de la taille, donc de 2 à 20. Maintenant, si c'est un homme comme dernier auteur, ben on voit que la taille la proportion de femmes va être beaucoup plus faible. On voit que ça monte quand même en fonction de la taille de l'équipe, ce qui veut donc dire que bon, on est capable de créer des sous-réseaux au sein de l'équipe. Mais dans l'ensemble, ce que ça nous montre, c'est que les postes seniors ou qui est la personne senior vont influencer l'équipe qui va pouvoir être construite. Là, je vais essayer d'activer un peu parce que bon, il y a d'autres choses à présenter. Je suis toujours dans la première partie là, sur le constat de tout ça. La question de l'impact scientifique. On sait que les citations, c'est au cœur du processus d'octroi de capital scientifique pour les chercheurs et les chercheuses. On remarque un fossé constant dans le nombre de citations. Ici, ce que vous avez en fait, c'est des citations normalisées. Donc, c'est des mesures qui prennent en compte l'année de publication et la discipline dans laquelle l'article est publié, en prenant en compte donc qu'un article publié il y a 20 ans n'a pas le même potentiel de citation qu'un article qui a été publié hier et qu'un article du domaine médical, par exemple, a un potentiel de citation plus élevé qu'un article dans le domaine du génie. Tout ça est fonction en fait de la taille des communautés, etc. La figure nous montre de façon assez claire que les articles sans collaboration ont moins d'impact en moyenne que les articles en collaboration internationale et que les articles en collaboration nationale se trouvent un peu entre les deux. On vient de voir que les femmes sont plus susceptibles de collaborer nationalement qu'internationalement. Donc, on dit, OK, ça a un effet sur leur impact d'une façon générale. Maintenant, même lorsqu'on regarde seulement la collaboration internationale ou la collaboration nationale, on voit un fossé à peu près partout. Le fossé tend à se résorber dans le temps. Maintenant, il est quand même encore assez présent. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Puis bon, la position que je vais prendre dans les prochaines minutes en est une que la qualité des travaux des hommes et des femmes, elle est la même. Et que donc, les différences qu'on observe ici sont dues à des effets systémiques de biais. Et pourquoi je vous dis ça? Mais principalement à cause de cette figure-ci qui nous montre en fait que les hommes et les femmes sont capables de publier dans à peu près le même type de revue. Donc, regardez seulement le panel de gauche. Ah, en fait, non. Regardons seulement le panel de droite, ça va être plus simple à cause du tri, je suis désolé. Ce que vous avez en gris, c'est la différence homme-femme en termes de facteurs d'impact. Tout ça normalisé des revues dans lesquelles ils ont publié. Donc, en gros, on voit que les hommes réussissent là, à publier d'une façon peut-être un peu plus souvent dans des revues à plus haut facteur d'impact, mais de l'ordre quand même à la marge là, de 5% à peu près. Maintenant, au sein de ces revues-là, leurs articles sont plus cités. Donc, autrement dit, les articles des hommes et des femmes réussissent à passer, on pourrait dire, le même type d'évaluation par les pairs, réussissent globalement à peu près à être publiés dans les mêmes revues, tant en tant que dernier auteur que premier auteur. Puis ce que j'ai dit là est encore plus le cas là, sur la figure de gauche, c'est juste que le tri rend les choses un peu moins simples à voir. Maintenant, au sein de ces revues-là, il y a un déficit en termes de citation. Puis bon, le génie ne fait pas exception. Donc, on voit que les revues, les articles sont publiés dans des revues peut-être qui ont 3% plus d'impact pour les hommes que pour les femmes, mais en termes d'articles, on est davantage autour de 7-8%. Je poursuis. Et ce fossé-là, en fait, est particulièrement vrai pour les revues à haut facteur d'impact. Donc, ce que vous avez sur cette figure-ci, sur l'axe des Y, c'est le
on va dire le nombre moyen de citations normalisées. Et sur l'axe des X, vous avez les données sous forme de facteurs d'impact, encore là, normalisés. Donc, dans les revues à relativement bas facteurs d'impact, il n'y a à peu près pas de différence en termes de volume de citations des articles publiés par les hommes ou par les femmes. Maintenant, plus on avance dans des classes de facteurs d'impact normalisés plus importantes, il y a un fossé qui se crée et qui est en fait beaucoup plus élevé, ou qui est le plus élevé, on pourrait dire, dans les facteurs d'impact normalisés de 2 et plus, qui sont en gros des facteurs d'impact qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne. Là, je regarde le chat rapidement, une nuance de Philippe là, sur les sciences de la santé. C'est vrai que c'est principalement dans le domaine des sciences de la santé que le dernier auteur et directeur du projet. En génie, ce que nos données montrent, à tout le moins, c'est que ça varie. Il y a certains sous-domaines du génie où effectivement le dernier auteur va être auteur de correspondance, puis va être la personne senior. Puis il y en a d'autres où c'est pas toujours le cas. Donc, ça varie un peu plus, mais dans le domaine médical, c'est assez clair. Vous voulez devenir dernier auteur. Là. Ça fait partie pour le dire en anglais, des milestones que vous voulez atteindre dans votre carrière. Autre facteur qui permet aussi d'expliquer le fossé que j'ai mentionné, c'est les autocitations. Donc, on sait qu'en gros, les membres de la communauté scientifique s'autocitent. C'est quelque chose qui est quand même globalement normal dans la carrière des gens parce que, bon, on s'appuie sur ce qu'on a fait par le passé. Maintenant, à nombre de citations égales, les hommes s'autocitent davantage que les femmes et tout ça est constant en fonction là, du nombre de citations totales. Donc, il y a un élément ici qui est quand même assez substantiel et qui est double, en fait, dans le cas des autocitations. Ce qu'on remarque, c'est que d'une part, les hommes sont plus susceptibles de s'autociter directement, mais ils ont une plus grande homophilie également, en ce sens que les hommes sont plus susceptibles de citer d'autres hommes que les femmes de citer d'autres femmes. Donc, on pourrait dire, une double prime ici pour les travaux des hommes en termes de citation. Et le dernier point que je veux présenter, c'est sur les derniers points, toujours dans ma première partie, sur les représentations en ligne. Donc, on pourrait penser que l'arrivée de nouveaux indicateurs qui sont basés sur la place dans les médias sociaux, etc., permettrait là, de un peu réduire le fossé qu'on observe. On est allé faire une petite analyse de différents profils de chercheurs et de chercheuses à partir de Mendeley, Google Scholar, Microsoft Academic. Et là, on a codé les différentes photos, la représentation des gens. On voyait que donc, à 80%, c'était des hommes. En gros, le chercheur typique, là, ce qui est quand même pas trop loin de l'image des études classiques là, où on demandait aux enfants « dessine-moi un chercheur » ou « dessine-moi un scientifique ». C'était un vieux monsieur en sarrau, etc. Là, aujourd'hui, notre « dessine-moi un scientifique », c'est essentiellement Steve Jobs. C'est quelqu'un habillé en noir, casual, etc. Et donc, souvent, en fait, on pourrait dire que la plupart des fossés qu'on observe dans la communauté scientifique sont perpétués en ligne. À quelques nuances près, donc j'ai parlé de la visibilité de citation, donc le fossé un peu plus tôt. C'est d'autres types de mesures ici, mais essentiellement retenez que ce qu'on a vu un peu plus tôt, donc un fossé homme-femme en termes de citation. Maintenant, quand on regarde Mendeley, c'est quoi? Bon, c'est en gros, est-ce que les articles sont mis dans une bibliographie en ligne par un chercheur ou une chercheuse? Donc, est-ce que l'article semble avoir un usage du point de vue du lectorat? Ouais, bien là, on voit que le fossé devient un peu moins clair. Quand on regarde la visibilité des articles sur les médias sociaux, le fossé, encore là, des fois va d'un bord, des fois va de l'autre. Et quand on regarde enfin les liens Facebook, il n'y a à peu près pas de différence. Il faut voir que le volume n'est pas aussi important. Mais bon, malgré ce que j'ai présenté il y a 2 minutes, les indicateurs semblent montrer qu'effectivement, il y a peut-être certaines places en ligne où le fossé semble se réduire par rapport aux mesures purement basées là, sur les taux de citation. Donc, préconclusion, donc, il y a plusieurs fossés. Il y a des fossés de participation, il y a des fossés de reconnaissance. On sait qu'en termes de financement, qui sont évidemment au cœur de la capacité de faire des activités, il y a aussi certains fossés. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails des données de financement, mais on sait que les taux de succès sont les mêmes pour les hommes et les femmes dans à peu près tous les programmes au Canada. Maintenant, les femmes ont moins d'argent parce qu'elles en demandent moins. Donc, il y a un élément ici d'encouragement de la communauté à aller chercher, si vous voulez, un peu plus d'argent.
je ne veux pas répéter ce que j'ai présenté donc la dernière fois que je suis venu vous voir, mais il y a évidemment une question des responsabilités familiales et qui ont été exacerbées par la pandémie. En quelques semaines, on a effacé des gains qui avaient été faits pendant des années. La situation s'est restabilisée, mais quand même, on ne pourra pas rattraper le temps perdu dans certains cas. Les enjeux de collaboration de mobilité sont extrêmement importants. La pandémie reconfigure ça un petit peu. Le voyage à l'étranger est moins fréquent, on pourrait dire, qu'avant. Les conférences vont être sans doute un peu plus en ligne, donc c'est des éléments qui vont rester et qui devraient aider quand même à mitiger, si vous voulez, les effets. Les biais négatifs que j'ai mentionnés par rapport aux citations, donc ils publient dans des revues aussi bonnes, ils ont moins de citations. Il y a aussi une étude que vous avez peut-être déjà vue sur le code informatique, sur les codes. Ça date d'il y a quelques années, mais en gros, la réutilisation de bouts de code, lorsque le nom de la personne qui a fait le code pouvait être reconnu comme étant homme ou femme, on voit que les bouts de code écrits où ça tenait des hommes étaient plus souvent réutilisés que ceux de femmes. Maintenant, lorsque c'était seulement des initiales et qu'on n'était pas capable de savoir seulement en lisant si c'était un homme ou une femme, dans les faits, les codes de femmes étaient plus réutilisés que ceux des hommes. Donc, autrement dit, il semble y avoir encore là un élément de biais de signalement, si vous voulez, associé à tout ça. Je passe rapidement sur le reste pour avoir un peu, pour qu'il me reste du temps pour la deuxième partie. Puis bon, on pourra aller là, dans ces différents facteurs-là là, dans la période de questions. Donc, 2 études que je veux présenter en deuxième partie. Une première étude sur la prise en compte du sexe dans l'étude médicale. Puis ici, je ne parle pas de genre, je parle de sexe. Et puis, la deuxième étude, c'est sur le concept de race, donc sur l'intersectionnalité en contexte États-Unis. Donc, on sait qu'il y a des différences, on pourrait dire, physiologiques hommes-femmes. Ça se décline également à une échelle un peu plus micro, donc biochimique, cellulaire, génétique. Dans les médicaments qui ont été retirés des tablettes aux États-Unis, la très grande majorité, 80% l'ont été parce qu'il y avait plus d'effets secondaires sur les femmes que sur les hommes. Puis pourquoi plus sur les femmes? C'est que les études cliniques sur lesquelles on avait basé l'acceptation de ces médicaments-là étaient surtout composées d'hommes. Donc, il y avait un fossé jusqu'aux années 90, jusqu'au milieu des années 90, dans les études cliniques qui étaient assez claires, où essentiellement, c'était à peu près que des hommes sur lesquels on testait tout ça. Donc, ça avait certains effets sur les femmes pour lesquels, bon, on n'avait pas vraiment testé. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans cette étude-là, c'est d'une part documenter est-ce qu'il y a de plus en plus d'études qui effectivement prennent en compte le sexe dans leurs analyses, donc ils font une certaine analyse différenciée selon le sexe, et de voir en quoi la composition des équipes de recherche pouvait influencer justement la prise en compte du sexe dans les études médicales. Donc, c'est quand même assez orienté dans le domaine médical, mais il y a des études analogues qui ont été faites par d'autres équipes sur le domaine du génie et sur le domaine du design, etc., là, pour voir là, comment il faut qu'on oriente aussi certains travaux dans ce champ. Donc, première donnée un peu macro, il y a un déclin dans le domaine biomédical des études qui ne prennent pas en compte le sexe, donc qui n'ont aucune dimension sexuée dans leur analyse, puis une croissance de celles qui prennent en compte les 2 sexes, donc qui font une certaine analyse de comparaison de ce qu'on obtient pour l'un ou pour l'autre. Évidemment, dans le domaine bioméd, là, c'est très cellulaire, fait que c'est normal qu'il y en ait moins. Quand on prend le domaine de la médecine clinique, on est à peu près à 50% des études qui effectivement prennent en compte l'analyse différenciée. Et quand on prend le domaine de la santé publique, c'est encore plus élevé, là, donc à peu près à quasiment 60%. Le dernier point de données ici, c'est 2016. Donc, il y a vraiment eu un changement de dynamique qui date en grande partie du milieu des années 90 où les NIH aux États-Unis ont mis en place des politiques disant, écoutez, vous n'avez pas le choix, si vous êtes financé, il faut qu'effectivement vous fassiez une telle analyse ou vous justifiez pourquoi vous n'êtes pas en mesure de le faire. Évidemment, la prise en compte du sexe varie en fonction de la thématique de recherche. Donc, fertilité, c'est extrêmement élevé. Obstétrique, gynéco, urologie, c'est des domaines qui ont un élément intrinsèquement associé au sexe. À l'opposé, puis ça, c'est un peu déprimant par rapport à ce que je vous ai présenté un peu plus tôt, c'est que pharmacie, pharmaco,
est extrêmement bas. Donc, malgré le fait qu'il y a un élément ici qui serait quand même assez important, c'est extrêmement bas. Donc, je passe quand même rapidement là-dessus, mais donc, disons que le succès varie quand même de façon substantielle là, entre les différents domaines. Donc, on est allé regarder la composition des équipes pour voir c'était quoi, en fait, qui faisait en sorte qu'il y avait une prise en compte là, du sexe dans l'analyse. Et les données, en fait, sont comparées par rapport aux articles, particulièrement dans les 3 premières variables ici, par rapport aux équipes qui sont menées par des hommes, disons, aux 2 bouts de la liste des auteurs. Donc, on sait qu'encore là, dans le domaine médical, le premier dernier auteur, c'est les auteurs qui sont globalement considérés comme étant les plus importants là, pour un travail de recherche. Donc, si c'est un homme premier auteur ou une femme avec une femme dernier auteur, c'est un peu plus susceptible de prendre en compte le sexe. Si c'est femme-homme, c'est plus susceptible. Puis si c'est une équipe où les 2 pôles sont féminins, c'est encore plus susceptible. Puis tout ça, bon, c'est vrai, tout domaine confondu. C'est vrai dans le domaine biomède, c'est vrai en médecine clinique, c'est vrai en santé publique. Donc, encore là, ça vient, je dirais, un peu nuancer l'aspect diversité, en ce sens où, bon, d'avoir une diversité aux 2 pôles, c'est bon, mais d'avoir 2 femmes, on pourrait dire, de ce point de vue-là, c'est meilleur. Maintenant, ça nous donne juste une fenêtre sur les 2 pôles, ça ne nous donne pas nécessairement le genre des gens qui sont dans le milieu. On voit aussi que la taille des équipes influence de façon assez importante. Donc, évidemment, plus l'équipe elle a une certaine taille, plus cette prise en compte-là, elle est importante. Donc, composition des équipes influence la prise en compte de cet élément-là. Et en ce moment, dans le champ médical, cette prise en compte-là est considérée comme étant un indicateur d'un travail qui est beaucoup plus, on pourrait dire, généralement applicable. C'est un travail qui a été fait plus en profondeur, qui, globalement, on pourrait l'associer à être un travail de meilleure qualité. Deuxième étude, la question de l'intersectionnalité. Ça, c'est un papier qui a été publié au début de 2022, qu'on a fait donc avec des collaborateurs européens et américains. Et ici, je vous demande de vous placer en contexte états-unien. On n'est pas en contexte canadien ou québécois. La race n'est pas quelque chose qui existe chez nous. Ça veut dire, en tant qu'à tout le moins que construit statistique. On a d'autres catégories statistiques au Canada qui sont analogues au concept de race aux États-Unis. Et donc, on peut faire des comparaisons, on peut faire des analogues, mais ce n'est pas les catégories que l'on a chez nous. Donc, ici, ce que l'on utilise, c'est les catégories qui viennent du recensement américain. Donc, les Asiatiques, les Noirs, Latinx, qui n'a pas tout à fait de traduction, et les Blancs, et déclinés en fonction homme-femme. Et ce qu'on veut voir ici, c'est 2 choses. D'une part, la proportion d'auteurs qui proviennent de ces catégories-là aux États-Unis et les effets spécifiques sur les objets. Donc, l'affinité, si vous voulez, entre ce que l'on est et ce sur quoi on travaille. Et je vais conclure cette partie-là avec une certaine, on pourrait dire, analyse contrefactuelle. Donc, disons que la communauté scientifique américaine était représentative de la société américaine. Parce que, bon, vous vous en doutez qu'il y a des groupes surreprésentés et des groupes sous-représentés et des groupes surreprésentés. Si c'était égal, de quel type de science, de quoi la science aurait-elle l'air? Donc, qu'est-ce qu'on aurait de plus, puis qu'est-ce qu'on aurait de moins? Donc, représentation des différentes catégories par discipline, évidemment, d'une façon macroscopique, ce n'est pas ce que vous voyez là, mais je vous le dis, la seule catégorie qui est surreprésentée, c'est les hommes blancs par rapport au recensement. Donc, il y a plus d'hommes blancs en sciences et il y a moins de femmes blanches et d'hommes et femmes de toutes les autres catégories que ce qu'il y a dans le recensement. Donc, il y a une surreprésentation seulement d'une catégorie. Ce que vous avez ici, en fait, sur les colonnes, c'est un jeu à somme nulle qui nous permet de voir à quel endroit dans les femmes blanches vous êtes plus susceptibles de les retrouver. Évidemment, le fossé homme-femme par rapport au génie, aux maths et à la physique, il est ici. Donc, il y a pas mal moins de femmes de toutes les races, sauf les femmes asiatiques dans le domaine des sciences et du génie, surreprésentation dans le domaine de la santé et sous-représentation des hommes donc, dans ces domaines-là. Donc,
la façon dont les colonnes sont triées, c'est vraiment pour qu'on essaie de voir un peu les deux pôles. Donc, en fait, notre intersectionnalité, elle est là, mais on voit que la dimension genre, elle est extrêmement présente, à tout le moins, à l'échelle des disciplines. Évidemment, il y a des affinités de collaboration également observées à l'échelle des catégories raciales. Donc, les Asiatiques plus susceptibles de collaborer entre eux. Les minorités, on pourrait dire, particulièrement hispaniques et noires, plus susceptibles de collaborer entre eux et entre elles. Donc, il y a des éléments ici quand même assez importants qui ne sont pas nécessairement surprenants. Maintenant, l'élément crucial, à mon sens, dans ce travail de recherche-là, c'est l'affinité entre ce que l'on est et ce sur quoi on travaille. Et là, ce que vous avez sur ces figures-là, sur l'axe des X, vous avez la proportion de gens dans cette catégorie raciale-là, donc les Blancs, les Noirs, Asiatiques et Latinx. Si on regarde, par exemple, la question noire et sur l'axe des Y, pardon, la féminisation. Donc, plus il y a une proportion de Noirs, plus il y a de travail qui est fait sur African American, plus de travail qui est fait sur la discrimination, plus de travail qui est fait sur les disparités raciales, etc. Évidemment, plus on monte vers le haut, plus il y a de femmes, mais plus aussi on tombe dans les catégories féminisées assez typiques. Cette relation-là, elle est très, très, très présente pour les Noirs. Elle est relativement présente pour Latinx, mais elle est quand même un peu moins pour les Blancs parce que, bon, il y en a plus dans l'écosystème. Donc, c'est vrai dans le domaine de la santé. C'est vrai également dans le domaine des sciences sociales. Donc, vous le voyez encore ici, en haut à droite. Donc, plus la proportion est importante, on travaille sur l'Afrique, la discrimination, la violence, etc. Donc, il y a vraiment une affinité extrêmement grande, particulièrement pour cette catégorie-là, entre ce que l'on est et puis les objets sur lesquels on travaille. Donc, pour aller faire ça, essentiellement, on est allé diviser l'ensemble de la science en différentes thématiques en fonction des mots-clés, des revues, etc. Et on est allé voir la proportion là, de tout ça. L'autre élément qui est assez crucial, si on ramène toujours ça encore là aux questions de citation et de prestige, les domaines où une proportion d'African American, de Noirs plus important, c'est aussi des domaines, si on regarde en bas, là, où le nombre de citations moyen est plus bas. Et à l'opposé, les domaines où ils sont moins présents, c'est toujours là, on est dans le domaine des sciences sociales, sont des domaines à plus haut prestige, à plus haut taux de citation. On ne peut pas, entre vous et moi, aller dire que l'un est plus important que l'autre. A priori, ils sont de même équivalentes. On pourrait même dire que socialement, ce qui est à droite, c'est peut-être un peu plus important, mais c'est collectivement associé à moins de prestige. Dernier point là-dessus, l'analyse contrefactuelle. Donc, disons que le champ scientifique américain avait la même composition démographique que la population américaine. Mais qu'est-ce qu'on aurait? Je suis désolé, on aurait pas mal moins de génie puis pas mal moins de physique. Puis on aurait pas mal plus de travail sur des enjeux qu'on pourrait dire sociaux. Donc, encore là, sciences infirmières, travail social, psychologie du développement, etc. Maintenant, le monde idéal serait peut-être entre les deux. On pourrait dire encore là, le monde vraiment idéal, c'est qu'on aurait plus que tout. On aurait plus de tout, par exemple. Mais en ce moment, c'est clair qu'il y a un débalancement qui est quand même assez important. On voit la même chose du point de vue des objets ou des thèmes de recherche. Donc, dans le domaine des sciences sociales, par exemple, si on était à parité, pas mal plus de travail en enseignement, sur les minorités, sur la lecture, sur les femmes, sur les enfants, puis pas mal moins sur tous les enjeux économiques. On pourrait dire, c'est une question morale, ce qui est mieux que l'autre, mais on a chacun, tous, je crois, nos repères. Donc, dans l'ensemble, ce que ça montre, c'est que la diversification de la communauté scientifique, elle est essentielle à la production de résultats de recherche qui sont plus robustes, ce qui est la première étude, et à la prise en compte d'une pluralité de sujets de recherche. Je vais conclure avec une série d'actions qui peuvent être prises
par les chercheurs, par les universités, par les organismes subventionneurs. Donc, ça, c'est un sous-ensemble des groupes qui peuvent prendre des actions pour favoriser l'équité. Évidemment, on peut dire les journalistes scientifiques, il y a la société en général qui a des actions à prendre aussi. Mais puisqu'on est dans le champ scientifique, j'ai conservé ces trois-là. Chez les chercheurs, évidemment, reconnaître le travail qui est fait par les femmes, accepter d'être mentor de femmes scientifiques, c'est assez évident. Du point de vue plus pratique, les endroits où il y a des pratiques d'autorat qui sont claires, les labos où il y a des guides de qui est auteur, ça amène en général plus d'équité. Les indicateurs bibliométriques, d'une façon générale, semblent défavoriser les femmes à peu près partout, donc il faut les utiliser de façon responsable. On sait très bien que les indicateurs bibliométriques sont imparfaits, que l'évaluation par les pairs est en général beaucoup plus juste maintenant, mais elle est quand même imparfaite. Puis le dernier point, c'est de reconnaître la pluralité des carrières scientifiques. Il y a plusieurs chemins qui amènent à devenir chercheur ou chercheuse, puis la trajectoire typique là, que l'on souvent on idéalise, ne peut pas dire qu'elle favorise les femmes. Pour les universités, d'une façon analogue, avoir des critères de promotion qui sont inclusifs, faire de la place des femmes un but institutionnel, donc avoir ça dans notre planification stratégique, d'augmenter la place des femmes un peu partout, fournir des ressources. Attention aux effets de surménage associés à la représentation que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc, on a besoin d'une femme ou de certaines femmes sur chaque comité. Bien, si on n'en a pas beaucoup, bien, c'est toujours les mêmes, fait que ça les surtaxe. Réimaginer, il manque un U, je suis désolé, mais réimaginer ce que c'est que le travailleur idéal. Ça, c'est vrai pour les chercheurs et les universités. On a une image, malheureusement, classique du chercheur qui est assez masculine, qui est je suis au bureau jusqu'à 10 heures le soir, je ne prends pas de vacances, je parcours le monde. Tout ça clash un petit peu avec ce que l'on demande aux femmes par ailleurs dans la société. Il faut repenser c'est quoi le scientifique qui est idéal, puis développer des pratiques d'embauche inclusives. Enfin, pour les organismes subventionnaires, et bon, le premier point est basé sur les travaux de ma collègue Holly Whitman, qui est à l'Université Laval. Ce qu'elle a montré de façon très claire, c'est que lorsqu'on finance des projets et non pas des individus, donc lorsqu'on donne plus de poids au projet qui nous est proposé plutôt qu'à la longueur du CV de la personne, on a beaucoup moins de billets ultimement sur la sélection des candidatures. Les organismes subventionnaires doivent être transparents sur les taux de succès, ça prend des statistiques. Les IRSC l'ont fait, le CRSNG aussi, maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils ont pas mis des chiffres à jour, donc il faut qu'à chaque compétition, on ait collectivement des chiffres. Pour réduire les biais dans l'évaluation par les pairs, qui existent en fonction, comme on le veut un peu plus tôt, de la composition des groupes de pairs, puis d'essayer de créer des opportunités afin d'augmenter la visibilité des travaux des femmes. Évidemment, il y a d'autres types d'actions qui peuvent être prises, mais en voici quelques-unes, puis bon, au plaisir de discuter, de débattre de tout ça avec vous. J'arrête mon partage d'écran, puis je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Vincent, pour la présentation. Donc, on peut laisser le temps aux gens, peut-être qui auraient des questions, de les adresser, là, que ce soit dans le clavardage ou en prenant la parole. Là, il n'y a aucun problème. Puis, si vous voulez, en fait, je peux arrêter l'enregistrement ou je peux le continuer, mais si vous préférez que votre question ne soit pas enregistrée, juste m'écrire directement, puis je vais pouvoir l'arrêter là, dans le partage final. Donc, il y aurait une main levée, Valérie Demers. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Ma question est assez pratico-pratique. Quand on commence à mettre en place une structure de recherche, ce serait quoi la première étape pour s'orienter vers une approche qui considère la parité? Est-ce que c'est d'être accompagné? Est-ce que c'est de former un comité? C'est quoi le geste initiateur, je dirais? Ça, c'est une super bonne question. Mais est-ce que tu parles, mettons, un prof crée son labo? C'est-tu à cette échelle-là? Oui, ou un groupe de recherche plus largement, où il y a des collaborations. Moi, et puis là, écoute, il n'y a pas de science infuse sur cet élément-là, là, mais moi, j'aurais tendance à mettre de la parité ou de la zone de la parité, premier élément, comme étant une condition sine qua non à l'existence du groupe. Et des fois, on va dire,
on entend ça. Parfois, il n'y a pas assez de femmes, mon pool n'est pas assez élevé, c'est que tu ne cherches pas assez. Il y en a. Okay? Donc, premier élément, c'est que je m'assurerais que je l'ai dès le début. Et l'autre élément, c'est du point de vue des activités, plus c'est transparent, plus donc les règles sont claires, plus les gens se sentent comment dire, qui savent les règles du jeu, qui savent comment participer. Donc moi, je mettrais, tu ouvres le plus possible, puis tu vas de façon transparente. Puis bon, des fois, il faut pousser certaines affaires. Donc, moi, j'ai réalisé il y a quelques années que dans mon équipe, puis là, on peut dire malgré moi, c'est de ma faute parce que je ne l'ai pas géré, mais dans mon équipe, j'avais une vision du travail où à peu près toutes les filles qui étaient dans mon équipe s'occupaient de certaines tâches, puis les gars s'occupaient d'autres tâches. Là, à un moment donné, je disais, OK, là, je ne peux pas fonctionner comme ça. Fait que là, j'étais voir certaines filles, puis j'étais voir certains gars, je disais, OK, là, faut qu'on change. Tu sais, des fois, ça amène des résistances. Mais je m'étais retrouvé, pour faire une longue histoire courte, avec une gang de gars qui codent, une gang de filles qui écrivent, puis là, on ne peut pas fonctionner comme ça. Fait que là, il faut que tu trouves des femmes qui codent, il faut que tu dises à tes filles qui ne codent pas que là, OK, il faut qu'on trouve une façon pour que tu sois impliqué dans le code. T'sais. Fait que c'est ça, il faut que tu forces des trucs parce que les mauvais plis, ça demeure des plis, puis ils se prennent dessus. Autre question, commentaire? C'était... C'est une autre question, Valérie, ou c'est une vieille main? C'est une vieille main. OK. C'est bon. Comment on peut faire si on décidait de se faire accompagner? Est-ce qu'il y a des organisations, Ça il y a fait des gens qui sont là pour ça? Ça fait partie, à mon avis, des rôles que les universités devraient avoir. Donc, autrement dit, l'université, si elle est sérieuse, puis elle veut justement, parce que tout ça part de la base, hein, ce sont les équipes que les profs mettent en place qui vont déterminer ultimement ce qu'on va observer à l'échelle macro. Les universités devraient fournir justement ces ressources-là aux profs. Évidemment, tout ça est influencé par le domaine. Si tu es en sciences infirmières, tes enjeux de diversité vont être différents que si tu es en physique ou en génie. Donc, il faut que tu fasses avec ton pool. Puis évidemment, s'il y a 25 de femmes qui entrent au cycle supérieur, par exemple, à l'ETS, ça ne pourra pas être parité partout. Donc, il va y avoir des endroits où on va en avoir plus, mais ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres, il va en avoir moins. Là. Et moi, je ne vous retiendrai pas cet après-midi. Là. Je ne sais pas combien de temps avait été prévu, Frédéric, là, mais bon. Il n'y a aucun problème. Ben, c'était vraiment intéressant. Je peux partager là, quelques liens s'il n'y a pas de questions tout de suite. Là, en fait, je vous enverrai. Je me permettrai en fait de vous envoyer une présentation qui a été organisée par le cadre des sciences de l'UQAM. C'était le 8 février dernier, donc c'est tout récent. Puis Vincent, vous en faisiez partie là, justement. Donc, c'est une conversation avec plusieurs invités qui était largement là, sous la thématique de plus de femmes en sciences, qui gagnerait-on? Donc, plusieurs questions intéressantes qui étaient abordées là. L'enregistrement, il y avait justement Ève Langelier, nous, qu'on a reçu là, lundi passé, qui était aussi dans cet événement-là. Donc, je vous partage le lien. Je vous enverrai aussi le lien directement là, de la dernière rencontre qu'on avait fait en mars passé, qui était plus axée sur la COVID. Puis peut-être que je pourrais rebondir, moi, avec une question là-dessus. En fait, Vincent t'en a glissé un petit mot, une petite aparté là, en disant que le retard que la COVID avait engendré, là, quand on en discutait en mars, là, que ça avait été partiellement le remonté, mais qu'on ne pourrait pas évidemment le rattraper, ce temps perdu-là. Donc, je me demandais si tu pouvais nous en parler un petit peu plus en détail. La COVID a doublement affecté les femmes. Le premier élément, puis vous l'avez peut-être vu, là, soit dans vos réseaux ou sur les médias sociaux en général, dans les premières semaines du confinement en mars 2020,
il y avait deux discours. On avait les gars qui disaient « Ah, c'est génial, j'ai pu aller au bureau, fait que j'ai enfin pouvoir finir les 3 papiers que je devais faire, etc. » Puis on avait les filles qui disaient « Chris, mes 3 enfants, je suis désolé, j'ai les 3 enfants à la maison, je ne suis pas capable de, tu sais, aidez-moi, mon Dieu. » Fait qu'il y avait vraiment 2 discours distincts. Fait qu'évidemment, nous, on est allé voir les données tout de suite pour voir qu'est-ce qu'on voit dans les soumissions pendant cette période-là. Puis on a vu, là, dès mars, un déclin majeur de la proportion de nouveaux articles soumis par des femmes en tant qu'auteurs principaux. Puis là, à partir de juin, on est revenu à peu près dans la zone où on était. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, bon, si vous êtes des bons matheux, l'air où c'est baissé, on ne le rattrape pas par après. Fait que c'est des mois qui sont perdus. La deuxième pénalité, c'en est une qui est liée aux objets d'études. Donc, les domaines où il y avait du travail de terrain à faire ou des études qualitatives à faire, c'est des domaines qui ont été plus affectés. Donc, par exemple, sciences d'éducation, biologie, vous deviez aller en Amazonie faire un travail de terrain, c'est cancellé. Fait que là, vous avez 2 choix. Soit vous faites votre mémoire ou votre thèse sur autre chose, ou soit vous attendez, puis bon, vous avez un certain délai dans vos études. À l'opposé, si vous étiez en maths ou en physique ou en économie, ça n'a rien changé à votre vie parce que vos données sont sur votre ordi, vous êtes au bureau, il n'y a pas de travail de terrain. Donc, cette deuxième pénalité-là, c'en est une qui est liée au domaine d'études où, de façon macroscopique, les domaines où il y a plus de femmes sont des domaines où le travail de recherche lui-même a été plus arrêté que les domaines où il y a plus d'hommes. Donc, cette pénalité-là, elle a été double. Donc, d'une part, du point de vue, disons, du poids de la société sur les femmes et d'autre part, des objets d'études. Et ça ne se rattrape pas. L'année perdue, ça ne se rattrape pas. Oui, difficile à rattraper. Je me permets une question. Je vais mettre ma caméra, ça va être plus poli. Dans toutes les conférences qu'on a entendues justement dans le cadre de l'exposition, ça revient beaucoup que même si, honnêtement, je trouve qu'au Québec, c'est quand même très avancé, la charge mentale revient beaucoup aux femmes. Mais j'ai de la misère à trouver, puis on a beau en discuter, mais j'ai l'impression que l'effort doit beaucoup venir des femmes encore pour dire la charge mentale, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait être un élément déclencheur pour que ce soit beaucoup mieux réparti et justement je ne sais pas si quelqu'un en tout cas a une solution à ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour aider justement que la charge mentale soit beaucoup mieux répartie. Puis je pense que ça va au-delà juste du monde de la recherche. Là. Non, mais quelles sont les actions parce que c'est un des facteurs, je pense, c'est un des plus gros facteurs qu'il y a eu dans la pandémie. Puis vous en avez parlé justement lors de la conférence sur pourquoi plus de femmes en sciences. Là. C'est pas, écoute, là, on sort du domaine du champ scientifique. Tu as raison, Marlène, c'est-à-dire que c'est le champ scientifique fait partie de la société, puis il est là un peu le miroir de différents aspects qu'on voit dans la société ou dans d'autres aspects du monde du travail. Fait que les changements qui doivent être amenés ne sont pas limités au champ scientifique, sont liés à la société en général. Évidemment, il y a des... Tu sais, honnêtement, je n'ai pas de réponse parce que là, si c'était une réponse, on aurait réglé ça, pas juste pour le champ scientifique, mais pour l'ensemble des domaines. Mais tu sais, il y a des actions, comme par exemple la question des congés de maternité et paternité. On a quand même fait du chemin là-dessus, où est-ce que, bon, à l'époque, c'est un congé de maternité. Là, après ça, c'est devenu un congé parental. Puis là, après ça, il y a un mélange qui peut être fait. Maintenant, si on veut plus d'équité dans ces éléments-là, il y a peut-être une façon de dire, il y a, mettons, on pourrait dire il y a 2 ans, puis il y a 1 an pour l'homme, puis il y a 1 an pour la femme, puis c'est pas que le gars est obligé de l'apprendre, mais il y a des éléments là où le partage pourrait, au départ, être... parce que, bon, on sait très bien qu'en ce moment, la majeure partie du congé est pris par les femmes, pas mal moins par les hommes. Donc, il y a des éléments là à la source qui pourraient être... oui, c'est un cerf-volant. Mais est-ce que justement, en Suède, je pense, ou en Norvège, le congé parental est obligatoirement, les hommes comme les femmes, enfin, les hommes sont obligés de le prendre. Est-ce que justement, ça démontre qu'en obligeant les hommes à le prendre, il y a plus,
moins d'impact sur la charge, enfin, comment dire, les femmes sont moins défavorisées ou Ben, théoriquement, oui. Le gros problème, c'est que ça prend des études là-dessus parce que ce que l'on a vu par ailleurs, dans le champ scientifique à tout le moins, c'est que la femme qui prend le congé de maternité s'en sert pour la maternité, alors que le gars qui prend le congé de maternité s'en sert pour finir les 2 papiers qui restaient à faire, qui n'avaient pas eu le temps de finir avant. Tu comprends? Fait que c'est ça va. C'est pas, ces solutions-là qui sont attrayantes, qui ont de la simple, n'ont pas nécessairement les résultats escomptés. Oui, Simon. Oui, merci Vincent pour la présentation. Je me posais une question. Dans ta présentation, tu montres quand même que les hommes et les femmes prennent des rôles relativement différents dans les projets de recherche. Je me demandais si vous aviez des chiffres sur, par exemple, à l'ETS, on est signataire de la Convention d'Aura, où est-ce qu'on va essayer de mettre un petit peu plus l'accent sur différentes contributions pour évaluer la qualité de la recherche. Je me demandais si vous aviez des chiffres sur est-ce que le fait qu'on prenne en considération les principes de Dora va favoriser une meilleure mixité? Oui. A priori, oui, dans la mesure où Dora veut mettre moins de poids sur la bibliométrie. On voit que la bibliométrie montre certains fossés hommes-femmes. Parce que, tu sais, essentiellement, Dora, c'est contre le facteur d'impact, ça dit faites attention à tes citations, etc. Évidemment, on l'interprète souvent en allant plus loin en disant, bon, il faut qu'on améliore nos pratiques d'évaluation plus généralement. Donc, je te dirais oui. Maintenant, c'est quand même assez complexe parce que là, je te ramène à ce que tu as dit au début, l'élément de contribution, qui fait quoi. Il y a une grosse partie, en fait, des distinctions qu'on voit là, où les femmes sont plus souvent dans des rôles techniques qui sont liés à leur trajectoire de carrière. Puis c'est là où il y a un travail, je pense, extrêmement important à faire. Dans la mesure où, disons, après le doc, dans le domaine médical, il y a 2 trajectoires potentielles. Soit tu vas faire le post-doc, puis tu rentres dans l'incertitude associée à potentiellement une carrière professorale à un moment donné, ou tu décides d'aller prendre la trajectoire professionnelle de recherche, où là, tu es dans le labo, tu fais les manipulations, etc. Puis ce qu'on voit dans ces données-là, c'est en grande partie les 2 trajectoires distinctes prises par les hommes et les femmes. Les femmes vont dans la trajectoire où tu ne deviens jamais prof, mais tu as une job de suite ou une certaine job de suite, alors que les gars vont dans l'autre trajectoire qui a un peu plus d'incertitude, mais qui amène un potentiel ultime là, un peu plus élevé. Donc là, j'ai bifurqué un peu, mais la question de Dora, a priori, oui, mais Dora, Dora a des principes généraux, mais tout dépend de ce que vous mettez en place par rapport à tout ça. Puis il y a bien des universités qui, malheureusement, n'ont rien fait. On signe Dora, c'est un exercice de relations publiques, mais il n'y a pas de transformation fondamentale dans tout ça. Puis le dernier point que je dirais là-dessus, c'est qu'évidemment, l'alternative qui est d'aller 100% évaluation par les pairs a aussi des enjeux de diversité ou de résultats qui amènent des biais. C'est pas simple. En fait. Évidemment. Merci beaucoup. Ben, j'aurais peut-être une dernière question dans ce cas-ci, là, juste un élément d'information. Au début, je pense que vous aviez dit que la parité ne serait pas atteinte avant 2200 ou quelque chose comme ça. Oui, en génie. OK, et ça, c'est selon quoi, en fait? Ben, c'est selon les données qu'on a en ce moment. Donc, OK, donc en génie, la pente, selon... en ce moment, de l'augmentation de la place des femmes en génie, elle est assez... Faites pas du ski bien vite là-dessus. Merci. Oui, Martine. Si on veut amener des changements en sciences naturelles et génie, puis que ça démarre un peu plus vite, là, je comprends que la parité sur les comités d'évaluation, par exemple, pour les nouvelles embauches, ça peut être intéressant. Les changements aussi dans les modalités d'évaluation des professeurs. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques qu'on pourrait... Écoute, il y en a une qui est tough, qui ne fait pas consensus, mais qui a changé des affaires, qui est ce qu'on fait les chaires de recherche du Canada. Donc, vous savez sans doute que dans les chaires de recherche du Canada, on a des cibles maintenant qui sont basées sur, en gros,
la place des femmes dans le domaine. Fait qu'en sciences sociales, les chaires, on doit être à parité. Dans le domaine du génie, mettons 30 quelques %. Bref, tranquillement, pas vite, on va arriver à 50. Ça s'apparente à quoi, ça? Bien, ça s'apparente au fameux mot quota. Et bon, et là, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Moi, je vous dirais que je suis plutôt pour parce que ça vient reconnaître le fait qu'il y a eu des quotas de l'autre bord pendant des décennies, voire des années. La discrimination qu'il y a eu contre les femmes, explicitement, elle a existé. Évidemment, on ne veut pas réimiter ça, mais il y a comme un travail à faire de rééquilibrage qui n'est pas pour toujours, bien qui est pour un certain nombre d'années. Et puis là, à partir du moment où on a atteint une certaine zone avec laquelle on est confortable, bien là, bon, on peut laisser tomber ça puis espérer justement là, que la composition du groupe qui décide va amener une reproduction du groupe social qui va être beaucoup plus équivalente. Mais ça, c'est quelque chose d'assez difficile, qui est politiquement chargé, mais qui a fait ses preuves. Et ça a été fait un peu partout. Là. Les chaires, c'est un exemple. L'Académie royale des sciences de Hollande a nommé que des femmes à son académie pendant quelques années. Évidemment, quand tu es si tu ne fais pas partie du groupe qui est nommé cette année-là, c'est peut-être un peu fâchant, mais ça reconnaît que ça a été l'opposé pendant des décennies, voire des siècles. Donc, voilà. Excellent. Sinon, on avait aussi une question au niveau là, des références qui étaient dans le diaporama. Donc, ça, de ce que je comprends, on pourra le partager directement aux inscrits. Oui, tu pourras partager le diaporama, puis je t'enverrai une série de références sur ces enjeux-là. Mais sinon, vous pouvez aller sur le site de ma chaire. Tous les articles sont là. Je vais l'écrire dans le chat. Là. Super. Donc, c'est ça. Puis, je crois, en fait, les inscrits, vous avez ces liens-là, puis quelques références qu'on avait mis dans la page d'inscription aussi, d'ici à ce qu'on vous envoie le reste. Sinon, je partagerai un dernier lien, en fait, qui est la page de présentation de l'exposition et plus. Là, je vous disais que c'est encore disponible jusqu'au 18 mars, donc vous pouvez venir en personne. Puis, on va aussi faire une version web là, de ce projet-là aussi qui va regrouper justement là, tous les événements aussi, les conversations qu'on a eues. Donc, vous y trouverez l'archive de l'événement d'aujourd'hui aussi. Donc, je vous envoie ce lien-là. Donc, je vois une autre main levée. Oui, Judith. Oui, bien, s'il reste quelques minutes, j'aimerais ça entendre Vincent sur... on a abordé un peu Dora, puis la tendance à regarder un petit peu plus large, là, au-delà des indicateurs bibliométriques traditionnels. Dans ta présentation, on a vu un petit peu l'analyse des profils visibles en ligne, l'analyse au niveau des tweets et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dérive, justement, des organismes subventionnaires à un peu laisser tomber les indicateurs bibliométriques traditionnels et se tourner vers des indicateurs qui sont un peu... Ouais. Voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. Non, mais c'est intéressant parce que faut faire attention de ne pas remplacer ce qui ne va pas bien par quelque chose de pire. Et là, il faut se mettre en contexte. Dora, ça vient de où? Dora, principalement, même si ça s'appelle la Déclaration de San Francisco, c'est essentiellement en ce moment mené par une communauté qui est européenne. Et pourquoi en Europe? Bien, c'est parce qu'en Europe, ils font un usage depuis quelques décennies complètement absurde de la bibliométrie, puis on pourrait dire très, très intense. Donc, une partie du financement des universités vient de données bibliométriques. Ce n'est pas comme ça au Canada, ce n'est pas comme ça au Québec. On a des primes aux facteurs d'impact, donc on a une dérive qui est majeure, mais qui ne s'est jamais produite ici compte tenu de notre système d'éducation qui est provincial, qui est principalement basé sur les nombres d'inscrits. C'est ça qui donne le financement de nos universités. Puis même nos organismes subventionnaires se servent de la bibliométrie, mais pas comme intrant aux décisions. On s'en sert comme analyse de programme. En Europe, on s'en sert comme intrant. Donc, Frédéric, tu soumets une demande de subvention, bien, je te regarde tes citations, je compare ça avec celle de Simon, puis là, je décide ultimement à qui je donne de l'argent. On ne fait pas ça ici. Donc, c'est une christie de bonne nouvelle. Et donc, les principes de Dora, nous, on l'a signé à l'Université de Montréal il y a quelques mois. On est déjà Dora-proof dans nos pratiques, puis c'est probablement comme ça en grande partie à l'ETS. Donc, au sein de Dora, cette intro-là est en fait, au sein de Dora, on veut remplacer les facteurs d'impact par autre chose. Mais au moins, on ne dit pas on remplace ça par les altmétriques ou on ne va pas nommer des choses, mais on dit que ça prend une diversité
Et il faut qu'il y ait une composante d'évaluation par les pairs, ultimement, parce que c'est ça qui est notre garant d'excellence. Je pense que tout le monde réalise aussi aujourd'hui que la question de l'excellence scientifique, c'est quelque chose d'assez mal défini. C'est quelque chose qui est dans l'œil de celui ou celle qui regarde. L'évaluation par les pairs, bon, vous avez soumis des articles dans votre vie, vous avez vu que les gens ne s'entendent pas dans ce qui est bon et dans ce qui n'est pas bon. Et bref, on en vient ultimement un peu à déconstruire cette notion-là d'excellence, puis peut-être, puis c'est là un peu mon souhait, la sortir de ces indicateurs-là qui, on le vu, ont certains biais de genre, puis aller vers des indicateurs un peu plus de bien commun. Donc, est-ce que ce travail de recherche-là a un impact social? Évidemment, c'est dur à mesurer, mais c'est vers ça qu'on devrait aller. Puis il y en a quelques indicateurs qui existent. Un premier qui est simple, est-ce que le travail est en libre accès? Est-ce que la recherche qui est écrite, là, elle est disponible à tout le monde? Est-ce que ce travail-là s'intéresse à des enjeux qu'on considère comme étant importants? Est-ce que c'est sur les objectifs de développement mondial, par exemple, de développement durable? Donc, ça, ce sont tous des éléments qui, évidemment, on s'entend, sont davantage sur la forme que sur le contenu, mais qui nous permettent quand même d'avoir en fait une autre définition de l'excellence. Fait que je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Dora, c'est un pas vers la bonne direction, mais au Québec, on doit aller au-delà de ça parce que Dora, on est déjà dans un mode, on pourrait dire un monde post-Dora parce que justement, on n'est jamais allé dans cette grosse dérive-là que certains pays ont pris. Fait qu'il y a Altmetrics un peu, mais écoutez, si on dit que les citations, ça peut être manipulable, dites-vous que les tweets, c'est manipulable, non pas au carré, mais exposant 10. Là. Donc, c'est vraiment pas... Maintenant, dans les altmétriques, puis je peux arrêter là-dessus, il y a quand même des éléments qui sont extrêmement utiles. Les altmétriques, en fait, c'est tout ce qui n'est pas des mesures classiques de citation, c'est des trucs qu'on peut aller mesurer en ligne. Mais dans les altmétriques, on a les citations dans Wikipédia. Donc, est-ce que votre article qui a amené une certaine visibilité sur Wikipédia, est-ce qu'il est cité dans les politiques publiques? Est-ce que les différentes organisations gouvernementales, paragouvernementales se basent sur vos travaux pour mettre en place leur politique? Puis ça, c'est quand même pas banal. On s'entend que c'est une citation, mais c'est une citation dans un autre contexte que dans le champ purement scientifique. Maintenant, en parallèle avec ça, les tweets. Bon, dites-vous que les papiers de Didier Raoult, ça a été les plus tweetés de l'année 2020-2021, parce que vous savez que ce n'est pas nécessairement pour les meilleures raisons du monde. Donc, il faut rester critique dans tout ça. Excellent. Donc, les gens ont commencé à quitter un peu. Oui, un petit bout, oui, tranquillement. Ça descend tranquillement. S'il n'y a pas d'autres questions, écoute, merci beaucoup, Vincent, là, pour la générosité de la présentation, le temps de réponse à tout le monde. Puis, comme je disais, là, on va envoyer l'archive par courriel là, via la liste d'inscription. Donc, on va continuer là, à suivre justement les activités de la chaire. Là. Le lien a été partagé, donc je vais le répéter aussi dans le courriel. Super. Bien, écoutez, bonne semaine tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de discuter de ces questions-là. Bye bye. Excellent. Salut. Bonne journée tout le monde.